Très important de voir un petit peu d'où vient ce cinéaste et la manière dont il va s'inscrire dans cette histoire des États du Sud, finalement. Parce qu'il y a quelque chose, bien sûr, qu'on peut percevoir de toute cette histoire-là, qu'elle soit sociale, réelle, ou qu'elle soit plus littéraire, plus artistique et plus picturale également. Donc, l'Arkansas, Little Rock, pour le resituer encore une fois, c'est très intéressant de voir la manière dont ces deux cinéastes, parce qu'il faut les lier à cette époque, vous avez vu David Gordon Green, qui est le producteur, l'un des producteurs du film, qui est un peu l'aîné de Jeff Nichols, dont le film le plus, peut-être en tout cas le plus dans la lignée et dans cet esprit-là est L'Autre Rive. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui est produit par Terrence Malick et qui était un peu aussi dans une manière de restituer un petit peu ces paysages du Sud et d'y instiller cette question, ce poison de la paternité. Et la question du film, c'est comment vivre sans père, comment se passer du poison de la paternité et comment devenir soi-même un père pour arrêter le cycle de la violence. Alors ça peut être compris de manière individuelle dans le film et ça peut être réinscrit également dans l'histoire plus générale, à la fois des États-Unis et de cet État d'Arkansas. Le fait de se choisir, en tout cas comme maître, Terrence Malick, ou ce qu'ont dit les critiques, se choisir un petit peu John Ford, enfin tout ce cinéma-là, il y a plusieurs raisons. Terrence Malick, le film qui a fasciné, vraiment, qui a donné, comme on dit, on choisit toujours des films qui donnent envie de faire du cinéma. Ce film, c'est Badlands, la balade sauvage. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la manière dont on revient à travers Jeff Nichols à Terrence Malick, c'est pas forcément alors vous avez pu voir la manière dont le début du film, il place simplement en 3 minutes toute son histoire. Et ça vient peut-être de la grammaire malickienne, on pourrait dire, c'est-à-dire d'abord ce personnage où tout est basé sur une absence, simplement la femme qui le quitte après l'absence du père, etc. Donc le personnage, la fratrie, ensuite ces plans de paysage pour réinscrire le personnage finalement dans une histoire plus ancienne, un passé, l'histoire des origines, etc. Enfin ça c'est tout le cinéma de Malick. C'est ce qu'on appelle finalement l'Americana, que vous devez connaître. Et l'Americana, c'est simplement ces clichés, ces vignettes qui ont été construites au fil des arts littéraires, picturaux ou certainement aussi du cinéma, pour simplement parler de l'Amérique et lui donner simplement une histoire. Shotgun Stories, c'est simplement, rien que le titre, tout simplement, ça sonne vraiment comme une folk song, comme un cinéma folk, c'est-à-dire cinéma folk qui revient, qui parle et qui s'adresse au peuple, au sens strict, vraiment, ce cinéma folklorique, c'est-à-dire un cinéma régionaliste du Sud. La première fois que je l'avais vu, j'étais hyper sous tension en fait. Là moins parce que je savais ce qui allait se passer, mais avec très peu d'artifices, très peu de dialogue. Il n'y a presque pas de scène d'action vraiment violente parce que je pense qu'il n'avait pas les moyens et qu'il s'est aussi traité par l'ellipse aussi, c'est encore plus fort. Et tous ces trucs-là qui fait qu'il te met une tension qui est hyper forte, donc je ne sais pas si tu peux... Si, le rythme du film est assez particulier, parce qu'on s'attend justement, on peut le comparer à l'époque, un film qui je crois à peu près contemporain, qui est History of Violence, de Cronenberg, qui là est complètement différent, qui lui aussi va rejouer ses codes du western, etc., mais là pour arriver dans un délire paranoïaque et mental finalement à la fin du film là. Tout le jeu du film, c'est qu'on s'attend, on est presque déçu, on s'attend avec d'après le titre, qu'il n'y ait pas de coup de feu, qu'il y ait ces ellipses là, mais c'est précisément cette manière dont on peut le rattacher au genre et à cette histoire là, c'est-à-dire que le film, c'est encore une fois, c'est un film cicatrice, si on veut. Moi j'aime beaucoup la manière dont il utilise l'idée de la cicatrice et des histoires qu'on va raconter à chaque fois sur ces cicatrices. La cicatrice, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois le signe d'une blessure guérie, mais c'est aussi ce qui rappelle sans arrêt, c'est cette blessure. Et là,
c'est ce rapport au passé, alors qui est peut-être exprimé par la violence, mais pourquoi en effet il n'y a que les femmes qui ont des paroles sensées, mais pourquoi ces choses-là arrivent alors qu'il n'y a aucune raison a priori particulière. Et ça, c'est vraiment, je pense, le rapport qu'il y a au passé dans le film, le passé des personnages, et encore une fois, le passé de ces codes du film, du western, de tout ce qu'on veut, et qui fait que finalement le film fait monter une tension qui n'explosera jamais ou très peu. Si vous prenez les films de John Ford, qui sont les films absolus de l'Americana, qui ont construit et reconstruit cette histoire que l'on se raconte de l'Amérique, c'est des histoires de déracinés, systématiquement, parce que le western, parce que la conquête d'un territoire, etc. Ici, le territoire, il est déjà là, et ce n'est qu'un film sur des enracinés, des prisonniers, d'où cette idée de toujours les filmer assis, littéralement, enfin, je veux dire, englués dans leur vie, dans leur petit, en tout cas oui, dans leur petit pays, et de regarder un horizon qui finalement est strictement bouché. Et il y a le personnage de Shampoo aussi qui me... Shampoo, oui. Alors, est-ce que moi je l'ai toujours vu comme une sorte d'ange annonciateur, de bonnes ou de mauvaises nouvelles, mais un peu un code très chrétien dans les contes, quoi. Il est là pour rythmer un peu les moments forts, donc il est introduit dans une sorte de voiture blanche, un peu complètement irréel, on comprend pas très bien, mais on sait tout de suite qu'il va avoir un rôle important en fait. Et il est là aux différents moments clés pour annoncer à chaque fois les mauvaises nouvelles. Oui, c'est lui qui est un peu le catalyseur en tout cas du poison, du mal, enfin qui va, voilà quoi, il prend même peut-être un malin plaisir à simplement, oui, à détailler ça. Mais, oui. On parle d'imagerie chrétienne, il y a un côté un peu Ancien Testament contre Nouveau Testament, il y a deux familles, deux alliances différentes, avec un Dieu absent. Et Rick Shelter, de la même manière, c'est un peu l'Apocalypse. Est-ce que tout ça, toutes ces références, c'est un peu assumé par Jeff Nichols assumé en tout cas en termes artistiques, en plus que vraiment, enfin, pour se réinscrire dans ce film-là, c'est peut-être encore plus évident, peut-être dans Take Shelter. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est plus aussi de la tradition donc du cinéma sudiste, qu'on peut appeler vraiment, enfin, du cinéma de toute façon américain de manière générale, et du cinéma sudiste. Lui, il le revendique, c'est simplement des codes, qui viennent encore une fois d'une certaine littérature et d'une certaine d'un cinéma qui font que c'est beaucoup plus simple en termes de code de faire vivre ces passions secrètes-là. Parce qu'il y a, c'est un peu, si vous voulez, l'une des grandes influences aussi, sans devoir citer, enfin en tout cas dans du cinéma en général de ce type-là aussi, c'est Faulkner aussi tout simplement. C'est simplement, donc le grand écrivain sudiste, etc., c'est simplement de réinstiller, je veux dire, dans le grand récit, ou tout simplement, je veux dire, des passions un petit peu basses, etc. En tout cas, c'est le bruit, le fureur, etc., c'est ça. Donc, oui, je veux dire, et c'est aussi un document social, c'est un État, l'Arkansas, je vous disais tout à l'heure, c'est la Bible Belt, donc c'est aussi un État protestant, très, très dur, très conservateur, et la manière dont la faute qu'il s'agirait d'expier, parce qu'on est toujours, encore une fois, dans un schéma très biblique en ce sens-là, c'est aussi ce qu'on peut voir dans les dernières images, enfin, la manière dont on filme les saisons, le coton, les noirs, l'esclavagisme, tout simplement. Chacun se choisit toujours son péché originel. Le cinéma américain, et le western en particulier, a passé son temps à essayer de revenir à ce récit des origines, de reconstruire cette origine, et d'essayer soit de la nier, soit de se trouver une histoire et un point d'origine. Et là, en effet, Nichols est dans cet héritage-là, de ce point de vue-là. Oui, ça c'est presque à l'image de l'interprétation de Michael Shannon, c'est-à-dire la violence sourde derrière quelque chose qui reste... Et là pour le coup, on peut le rattacher vraiment au cinéma de Melick, qui est toujours cette espèce de cohabitation de la violence des hommes, pour le dire très vite, avec une nature toujours déjà là, et qui elle, passe malgré les passions humaines. Donc il y a peut-être ça également, et c'est la manière de réinscrire... Ce qu'il y a de très beau aussi dans la manière dont Jeff Nichols essaie de se rattacher à toute cette tradition-là, c'est la manière dont, en effet, il filme le paysage et il réinscrit
ces personnages qui deviennent littéralement les paysans d'un certain territoire. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de beau dans le cinéma américain, qui s'est aussi toujours construit. L'histoire américaine elle-même, c'est toujours construit géographiquement, c'est-à-dire le temps, c'est de l'espace, c'est aussi la conquête de l'Ouest, tout ce que vous voulez. Et c'est ce qu'il y a de très beau dans le cinéma américain, enfin qu'on a peut-être toujours un petit peu plus de mal à faire, on est dans une autre tradition. Mais là, le paysage, au sens vraiment strict, et l'espace a une très grande importance. Et là, il se rattache également à toute une tradition picturale. Il y a presque une citation donc, de celui qu'on cite toujours, qui est Edward Hopper. Mais Edward Hopper, ce qu'il y a d'intéressant dans son œuvre, c'est justement qu'il est le trait d'union entre les peintres qui ont construit un peu le Far West et l'idée de l'Ouest, c'est-à-dire la célébration de la nature, auquel se rattache également tout simplement Mélic, et cette espèce de vision qu'on aurait apocalyptique de la ville qui arrive. Edward Hopper, c'est un trait d'union, c'est toujours si vous vous souvenez de certains tableaux de lui. Et là, il y a presque une citation d'Edward Hopper dans la sortie d'hôpital, quand les deux frères sont là. C'est-à-dire une solitude de gens qui ne correspondent pas finalement au paysage qu'ils sont censés habiter. On parlait des cicatrices tout à l'heure, et ils sont comme les cicatrices vraiment de cette image-là, c'est-à-dire qu'ils doivent accepter d'être là où ils sont enracinés, où ils sont scotchés, ils sont je ne sais pas quoi, mais il y a ce rapport très fort, en tout cas qui est très bien rendu, je pense, oui. Mais en effet, oui, donc la beauté des paysages et la violence des hommes, bon, ça c'est... Voilà quoi. Je ne sais pas quoi dire de plus.